Le 18 juin 1940, dans une France dévastée par l'ampleur de la défaite face à l'armée allemande, un appel lancé de Londres par un tout jeune général que les Français connaissent à peine offre un choix différent, continuer le combat au grand jour auprès du seul allié encore en guerre, l'Angleterre. Un choix supplémentaire à ajouter à ceux qui se proposaient alors aux Français, collaborer, ne rien faire ou combattre et entrer dans la résistance. Cet appel, la seule voix qui se rebelle dans la nuit, va jeter sur les routes des milliers de jeunes gens exaltés à l'idée de ne pas baisser les bras. À ce titre, l'appel du 18 juin 1940 est l'acte fondateur de la future France libre. Comment le général de Gaulle en est-il arrivé à faire le choix d'entrer en rébellion contre toutes les autorités encore détentrices du pouvoir en France le 18 juin 1940 ? Malgré les nombreux appels au réarmement depuis le milieu des années 30, dont ceux répétés de Gaulle, rien n'est réellement mis en place pour moderniser ni réformer les forces armées françaises en vue de résister à la nouvelle armée allemande, forte de ses divisions blindées et motorisées, appuyée de son aviation moderne et mettant en œuvre une doctrine d'emploi novatrice. De Gaulle a essayé au cours des années 30 de faire changer la tactique militaire mise en place par l'état-major français. Il a consacré beaucoup de temps à écrire de nombreux ouvrages. On peut citer à ce titre en 1932 Le fil de l'épée ou encore en 1934 Vers l'armée de métier et pour terminer en 1938 La France et son armée. C'était déjà un iconoclaste parce qu'il s'opposait à l'état-major sur les grands choix stratégiques dans les années 30. C'est lui qui avait raison. Les blindés jusqu'à 1939 étaient considérés, comme ils l'avaient été pendant la guerre de 14-18, comme de l'artillerie à la disposition de l'infanterie. De Gaulle pensait qu'il fallait au contraire rassembler ces unités pour s'en servir comme d'un coup de poing. Il n'a pas été entendu. On se rend compte, non seulement que l'ennemi héréditaire est toujours là, mais qu'on refait la même bêtise, l'erreur de stratégie. On ne se prépare pas à la guerre moderne. Le 29 septembre 1938, Chamberlain, Daladier, Mussolini et Hitler signent un traité évitant de justesse de déclencher une guerre que l'on pensait inévitable. C'est-à-dire les accords de Munich, qui étaient censés assurer la paix, alors que c'était évidemment l'annonce de la guerre. Sur l'autel de la sauvegarde de la paix, les démocraties occidentales montrent toute l'étendue de leur faiblesse. La Tchécoslovaquie est amputée de plusieurs régions et d'une grande partie de sa population et de son industrie. Le monde entier respire, la guerre n'aura pas lieu. La classe politique s'était complètement illusionnée avec les accords de Munich signés et négociés par Daladier. L'illusion sera de courte durée. Moins d'un an plus tard, au mépris de tous les traités signés, l'Allemagne commence l'invasion de la Pologne le 1er septembre 1939. Le 3 septembre 1939, la France puis l'Angleterre déclarent la guerre à l'Allemagne. C'est le début de la Seconde Guerre mondiale. Rapidement débordée par la Blitzkrieg et malgré une résistance honorable, l'armée polonaise ne peut tenir seule. La Pologne est écrasée en 5 semaines et capitule le 6 octobre 1939. Ni la France ni la Grande-Bretagne ne sont venus au secours de la Pologne, malgré les traités signés. Pendant presque 8 mois, de part et d'autre des frontières à l'ouest, les armées alliées et allemandes vont s'observer, sans quasiment bouger. C'est la drôle de guerre. Ça a participé du délitement mental. Voilà, et finalement, la défaite est apparue comme un point d'aboutissement de cette décomposition d'une guerre qui ne se faisait pas. La ligne Maginot est une absurdité. Elle ne permettra pas à l'armée française de se protéger d'une éventuelle invasion allemande. Elle est discontinue, elle va de la Suisse aux Ardennes et elle est inexistante au niveau de la Belgique.
Le 9 avril 1940, en prélude à l'offensive à l'ouest, l'Allemagne envahit le Danemark et la Norvège. Les Alliés réagissent enfin et débarquent un corps expéditionnaire en Norvège. Mal préparée, l'opération est un échec fin avril 1940 et les forces françaises doivent finalement évacuer Narvik. Le 10 mai 1940 au matin, l'armée allemande lance sa grande offensive en France, en Hollande et en Belgique. La grande bataille commence. Dès le premier jour, les forts belges et les ponts hollandais sont capturés intacts par les parachutistes allemands. En réponse, les forces anglo-françaises pénètrent en Belgique pour tenter de contre-attaquer. Incapable de résister, le 14 mai 1940, la Hollande capitule. La première des choses, c'est cette attaque du 10 mai 40 qui va semer le désarroi en Europe, puisque la Belgique et la Hollande sont attaquées sans déclaration de guerre, et la France, qui est en guerre depuis le 3 septembre, est attaquée ce 10 mai. C'est la véritable guerre qui commence. Dans le même temps, les 7 divisions blindées du groupe d'armée A traversent les Ardennes, réputées infranchissables aux chars. Et le 13 mai 1940, Guderian perce le front français à Sedan et franchit la Meuse. Partout, le front craque sous la pression des Panzers et de la Luftwaffe. Du 17 au 19 mai 1940, la 4e DCR, ou division cuirassée de réserve du colonel de Gaulle, contre-attaque à Montcornet et à Crécy-sur-Serre. Il va mener une bataille importante en mai 1940 à Montcornet, où il va tenter à la tête de ses chars d'arrêter l'invasion allemande, mais cela ne suffira pas. Néanmoins, cette bataille qu'il va mener au niveau de Montcornet et d'Abbeville va être l'une des seules victoires de l'armée française à ce moment-là. Le 17 mai 1940, il est nommé général de brigade à titre provisoire. C'est pendant ces quelques jours d'espoir que se passe un événement méconnu. En effet, c'est le 21 mai 1940 qu'il lance à Savigny-sur-Arve, dans une cour de ferme, avec des moyens radiophoniques très limités, ce qu'on pourrait appeler l'appel avant l'appel. En fait, dans le texte de l'appel de Savigny-sur-Arve, on a déjà en germe tous les termes et on a tous les propos de l'appel du 18 juin, puisqu'il met en avant cette nécessité de poursuivre la lutte et en s'appuyant sur une armée efficace, rapide, où le char a toute sa place. Mais partout ailleurs, les armées françaises et alliées reculent. De Gaulle a sauvé l'honneur, mais sans toutefois inverser le cours des choses. Au nord, le piège se referme. Les Allemands atteignent la Manche près d'Arras. 45 divisions alliées sont encerclées dans la poche de Dunkerque. Le 27 mai 1940, l'opération Dynamo, l'évacuation par la mer des forces anglaises et alliées commence. Le 28 mai 1940, complètement envahi, c'est au tour de la Belgique de cesser le combat. Le 4 juin 1940, le dernier bateau anglais quitte Dunkerque. Fort de son succès et de sa réputation, De Gaulle est pressenti pour un poste ministériel. C'est un choix difficile. Le 5 juin 1940, persuadé qu'il ne peut plus rien faire sur le terrain pour inverser le cours des choses, il accepte sa nomination comme sous-secrétaire d'État à la guerre. Ce mandat éphémère durera jusqu'à sa démission le 16 juin 1940. On peut dire qu'il va, de ce fait, appartenir au dernier gouvernement de la Troisième République, et cela va être capital pour lui. C'est une vraie légitimité qu'il va pouvoir mettre en avant face à Churchill quand il arrive à Londres le 17 juin 1940. Pendant ces 11 jours, De Gaulle va tenter par tous les moyens de convaincre les autorités civiles et militaires françaises de continuer le combat. De Gaulle n'est pas parti tout de suite. De Gaulle a d'ailleurs incité le président de la République, le gouvernement, les hautes autorités à continuer le combat. Il va notamment multiplier les allers-retours en Angleterre à partir du 9 juin 1940 pour tenter de mettre en place une politique commune entre la France et l'Angleterre, en vue de continuer la lutte, soit à partir du sol anglais, soit à partir des colonies françaises.
La fin de l'encerclement à Dunkerque permet à l'armée allemande de se regrouper et de recentrer son offensive vers Paris et le centre du pays. Le 5 juin 1940, la bataille de France commence. Malgré quelques poches de résistance et quelques hauts faits d'armes, rien ne peut plus empêcher la défaite totale des armées françaises. Il faut se dire que ce qui est arrivé à la France au mois de mai et juin 40 est quelque chose d'inimaginable. Et subitement, en un mois de temps, tout s'est effondré. Le 10 juin 1940, les Allemands traversent la Seine et atteignent les faubourgs de la capitale. La peur jette alors plus de 2 millions d'habitants de la région parisienne sur les routes, tentant de fuir l'arrivée des envahisseurs. 6 millions de Français vont parcourir les routes vers la Loire, vers la Bretagne, fuyant devant l'armée allemande. Devant l'avancée allemande, le gouvernement évacue Paris et se réfugie à Tours. La progression de l'armée allemande est très rapide, elle est très brutale, c'est la tactique qui s'impose, puisque l'attaque est le 10 mai et le 14 juin, les troupes allemandes défilent sur les Champs-Élysées. Le 13 juin 1940, Paris est déclarée ville ouverte. Et le 14 juin 1940, les Allemands entrent dans la capitale et défilent sur les Champs-Élysées. Le drapeau français sous l'Arc de Triomphe est amené et remplacé par le drapeau à croix gammée. Et en arrivant à Paris, de voir le drapeau nazi flotter sur la Chambre des députés, en haut de la Tour Eiffel, de les voir là, se promener comme si de rien n'était, ça a été un terrible choc, si vous voulez. Un terrible choc. Et c'est là que ma résolution est née, si vous voulez, c'est de ce choc. Tout le nord de la France est occupé. Les troupes allemandes commencent à progresser vers la Loire. C'est un pays qui a été complètement abattu, disloqué par la défaite, mais on oublie ce traumatisme terrible qu'a constitué cette cohorte de millions et de millions de personnes se déversant des villes du Nord vers le Sud. Pressé d'intervenir en France, Winston Churchill, le Premier ministre anglais, refuse d'envoyer les avions de la RAF, la Royal Air Force, combattre sur le sol français. Il prévoit l'effondrement de la France et la future bataille aérienne au-dessus de l'Angleterre. À ce titre, il préfère préserver sa force aérienne pour contrer la Luftwaffe. Le 15 juin 1940, Paul Reynaud, président du Conseil, propose de demander l'armistice. Et à ce moment-là, on voit cette démission collective progressivement des élites. La France est dans une situation épouvantable. Et les drames se sont multipliés depuis pratiquement 15 jours. Les Allemands sont aux portes de Paris et le gouvernement français a quitté Paris et se trouve à Tours. Paul Reynaud démissionne alors et le même jour, le maréchal Philippe Pétain est appelé au pouvoir pour tenter de sauver ce qui peut l'être. Dans la nuit même, du 16 au 17 juin, il a décidé de demander l'armistice à Hitler. Et le lendemain à midi, du 17, sur Radio Bordeaux, qui a été bricolé, on entend Pétain annoncer qu'il faut cesser le combat. Les Français n'ont pas su à quoi se raccrocher. Il n'y avait plus de gouvernement, il n'y avait plus d'assemblée, il n'y avait plus rien. Et il est apparu là, effectivement, comme le sauveur. Et personne ne pouvait penser que Pétain serait champion de la collaboration. Les autorités anglaises acceptent le principe d'une reddition française, à condition que la flotte française soit envoyée dans les ports anglais. Churchill a peur que les bateaux français ne cherchent à partir pour rejoindre la France, ou bien ne se sabordent dans les ports anglais, encombrant les ports anglais. Le lendemain, le 17 juin 1940, Pétain prononce une allocution radiodiffusée où il déclare qu'il faut arrêter les combats et faire don de sa personne pour soulager le malheur de la France. Pétain, c'est « la guerre est finie ». Et d'ailleurs, son premier message du 17 juin 1940, c'est pour dire « les combats s'arrêtent ». Et puis alors, surtout, le maréchal avait trouvé cette formule magique « je fais don de ma personne à la France ». Alors, comment les Français ont-ils réagi? Il faut cesser le combat. J'ai l'impression secrète que c'était avec soulagement. Pourtant, la moitié du territoire est encore libre. La flotte française est puissante et intacte, et l'Empire français, fort de ses colonies, est inviolé, prêt éventuellement à combattre.
Alors pourquoi tant de hâte à rendre les armes? Le 17 juin, au reçu de l'appel radiodiffusé du maréchal demandant de cesser le combat, l'Empire réagit à peu près unanimement en demandant de poursuivre le combat. Le 22 juin 1940 à 18h30, l'armistice est signé dans la clairière de Retonde en forêt de Compiègne. Le 25 juin 1940, l'armistice entre en vigueur et les combats cessent sur tout le sol français. La France vaincue dépose les armes et entre pour plus de 4 ans dans l'occupation allemande. En prenant connaissance du discours de Pétain, De Gaulle s'interroge. Que doit-il faire? Rester à Londres et entrer en rébellion? Ne rien faire ou enfin se soumettre et collaborer? Ne rien faire n'est pas une option envisageable. Pour De Gaulle, collaborer jamais. Certains avaient suggéré à De Gaulle de rester en France et d'organiser la résistance de France. D'autres avaient envisagé que celles et ceux qui voulaient résister à l'occupant se réfugient ou rejoignent l'Afrique du Nord, l'Empire français. Pour l'énergique générale, à titre provisoire, conscient de la grandeur de la France, la clandestinité n'est pas une solution acceptable. Les colonies sont trop éloignées de la métropole et n'offrent aucune possibilité d'asseoir sa légitimité en tant que France résistante. Après avoir incité toutes les autorités légales et légitimes à ne pas capituler, De Gaulle a considéré que son destin était d'incarner la République. La seule option matériellement envisageable, c'est donc Londres. Il lui faut agir à partir du sol anglais pour continuer le combat au nom de la France. De Gaulle choisit alors la rébellion. Le choix s'avère judicieux. Quelques heures après, De Gaulle, comme Georges Mandel le 17 juin 1940, aurait fait l'objet d'une arrestation pour sédition par le nouveau gouvernement Pétain. Il lui faut le plus rapidement possible tenter de rallier à sa cause le plus grand nombre de personnes désireuses de continuer la lutte. À la fois pour asseoir sa future légitimité, mais aussi pour profiter le plus possible de l'état de déliquescence des autorités en métropole. Mais comment se faire entendre? Il a tout de suite demandé l'autorisation d'utiliser la BBC, c'est-à-dire la radio britannique. Churchill, consulté, autorise alors De Gaulle à faire un appel radiodiffusé depuis Londres. Il est évident qu'il est certainement le premier qui s'est aperçu de l'importance de la radio. Et comment pouvait-il faire autrement pour s'adresser aux Français, de surcroît? Et puis il n'était plus rien à ce moment-là, le 18, il faut bien rappeler ça. Le 18 juin 1940, De Gaulle lance son appel historique, en rupture définitive avec les autorités restées en France. À compter de cet instant, le retour en arrière n'est plus possible. En direct du studio B2 de la BBC à Londres, De Gaulle, d'une voix forte et claire, lit son appel au micro. Le texte de l'appel du 18 juin 1940 que tout le monde connaît n'est que la reprise incomplète du discours imprimé et placardé quelques semaines plus tard, le 3 août 1940 sur des affiches. C'est d'ailleurs le texte de ces affiches qui est considéré par tout le monde comme la retranscription du discours original, ce qui est totalement faux. Le texte commence par une phrase d'espoir. La France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. Et il continue par « Rien n'est perdu ». Dans son appel, De Gaulle développe ses idées en rappelant que la guerre est une guerre mondiale et que des forces immenses ne sont pas encore intervenues. Les États-Unis, bien sûr, mais aussi les empires coloniaux français et anglais. Il annonce la suite, si vous voulez, en fait. Donc il dit des forces immenses vont jouer, cette guerre est mondiale, c'est pas une guerre européenne, c'est une guerre qui va concerner le monde entier, il ne pouvait pas mieux dire. Donc regroupons-nous, que tous ceux qui veulent continuer me rejoignent, on va faire ce qu'on va pouvoir. Encore une fois, tout montre que De Gaulle se fait une certaine idée de la grandeur de la France et souhaite la faire partager à tous ceux qui veulent lutter pour sauver la patrie en péril. Pour les militaires comme pour les autres serviteurs de l'État, on a un double obstacle. D'abord, l'obstacle du choix de la résistance. Et on a vu que le choix de la résistance était le fait d'une minorité. Donc, premier obstacle.
Mais le deuxième obstacle, c'est qu'il faut désobéir à l'autorité de tutelle. Il fallait qu'ils rompent avec ce qui était au cœur de leur idéologie, le devoir d'obéissance. C'est un défi lancé à l'adversité, un appel vibrant au patriotisme. Un texte avec des mots simples mais percutants, imputant la fin des combats en métropole à des gouvernements cédant à la panique et oubliant le sens de l'honneur. Le but essentiel de cet appel est clair: convaincre et rassembler des hommes pour créer une armée de reconquête et avoir du poids dans les futures opérations militaires qui permettra à la France de siéger en bonne place à la table des vainqueurs de la guerre. Le lendemain, le 19 juin 1940, il fait un nouveau discours à la radio. Dans la guerre mondiale qui est en cours, la France a été vaincue à l'avant-garde. Le discours est plus agressif envers les autorités françaises. La démarche devient plus politique. Churchill laisse faire, s'étant rendu compte qu'il n'y a plus rien à attendre des autorités françaises. Quand on compare les deux discours, on s'aperçoit que le maréchal Pétain, sa vision est sur la France exclusivement, alors que la vision du général est mondiale, au fond. Le général, dès l'origine, a été certain qu'un jour, nous ferions partie des vainqueurs et que le monde libre gagnerait la guerre. Il dit, au nom du peuple français, moi, général de Gaulle, etc., etc. Au nom du peuple français. Enfin, de Gaulle parlant au nom du peuple français le 19 juin. C'est-à-dire qu'il se projette dans une sorte d'essentialité de la France qu'il représente, mais qui n'est évidemment pas la somme des avis des Français de l'époque. Enfin, le 23 juin 1940 est constitué un comité national français qui sera l'organe politique de la France résistante. L'appel du 18 juin 1940, bien que peu diffusé, est entendu. Relayé par la presse, il sera d'ailleurs beaucoup plus lu qu'entendu. Le discours a été publié in extenso dans les journaux britanniques. Et en France, grâce aux dépêches d'agence, certains journaux, dans le sud de la France en particulier, ont annoncé l'appel, ont dit quelques phrases sur le contenu. Il faut savoir qu'à ce moment-là, plus de 8 millions de Français étaient sur les routes de l'Exode, qu'il y avait aussi un certain nombre de Français, de soldats français qui, après Dunkerque, ont essayé de rejoindre Londres. Beaucoup de Français n'ont pas entendu cet appel. Alors on sait qu'il a été diffusé par la BBC et rediffusé le 19 dans le nord de la France, dans l'Ouest, et compte tenu du profond traumatisme, du désastre, de l'exode, de la désorganisation totale, il est difficile de mesurer immédiatement sa portée. Mais le résultat ne se fait pas attendre. D'Afrique, d'Indochine, de Polynésie, des quatre coins de l'Hexagone, de partout, des hommes décident de tout quitter et de le rejoindre à Londres. 18 juin, le soir, nous entendons l'appel du général de Gaulle. Et c'est une révélation. Nous ne connaissons pas cet homme. Nous savons qu'il est général. Nous disons un chef militaire qui s'exprime, qui est à Londres et qui appelle au combat, qui déclare d'abord que la guerre va devenir mondiale, ce que personne n'a jamais dit. C'était quand même un événement assez extraordinaire. Il en est venu, ralliant de Gaulle, du monde entier. Il en est venu d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, il en est venu des Antilles, il en est venu de Nouvelle-Calédonie, il en est venu de Wallis et Futuna, il en est venu d'Indochine, il en est venu de partout. Je n'ai pas entendu l'appel du général de Gaulle, mais par contre, mon père, qui était donc bouleversé, littéralement bouleversé par l'avance allemande, et par ailleurs, son bon sens lui commandait de croire que la guerre n'était pas perdue. Il m'a donc dit, pars en Angleterre, fais ton devoir et tâche de revenir midship. Refus de se soumettre, appel de l'aventure, volonté de combattre pour la France, nécessité de fuir pour des raisons politiques ou religieuses, négation de la défaite. Donc s'engager dans la résistance, rallier de Gaulle, veut dire pour ces personnes qui font ce choix, c'est un engagement souvent personnel qui est effectué, où on prend des risques pour soi, mais on prend des risques aussi pour les siens. Il y a des gens qui
On rejoint Londres sans avoir entendu l'appel, mais en ayant entendu le discours du maréchal Pétain du 17 juin, invitant les Français à cesser le combat, ce qui paraissait inacceptable. Et puis c'est en arrivant en Angleterre qu'ils font leur choix. Jeunes, anciens, communistes, juifs, socialistes, de toutes origines et de toutes confessions, de toutes les classes sociales sans distinction, des milliers d'hommes. À l'issue de l'appel qui a été lancé à la BBC, deux choix se proposent aux Français. Soit après le discours de Pétain, entrer donc dans la voie de la collaboration. Donc là, c'est un choix que certains Français vont faire. L'appel du 18 juin est un véritable espoir, est une autre façon de voir la France. De Gaulle propose en effet une France qui poursuit la lutte. Il veut à tout prix maintenir la France dans la guerre. Et on peut dire qu'à l'issue de cet appel, certains vont s'engager dans cette France libre. Pour des gens différents, de croyances politiques différentes, de croyances religieuses différentes, de situations sociales différentes, il y a eu, face à l'écrasement de la France, face à la déclaration de Pétain, face à la présence de cet ennemi, face à cette politique de collaboration qui s'est trouvée engagée très très vite, ça a été un refus catégorique de ce choix imposé par Vichy. Donc les exigences de la conscience qui étaient ce qu'on avait conscience de vivre au sein d'une communauté qu'était la France, exigeaient que nous fassions quelque chose. Le cas de l'île de Sein est à ce titre exemplaire. La quasi-totalité de la population masculine, 133 hommes poussés par leur famille et refusant d'être sous domination allemande, va embarquer sur des bateaux pour gagner l'Angleterre et rejoindre les futures forces françaises libres, les FFL. Le 18 juin 1940, j'étais à l'île de Sein, j'habitais chez mes parents. J'ai entendu l'appel du général de Gaulle. Je n'avais jamais entendu parler du général de Gaulle avant juin 1940. Tout le monde avait entendu, vous savez, ici c'était une grande famille. Hein. Quand il y avait quelque chose de nouveau sur l'île, on entendait de suite. Il y avait quelques personnes qui avaient entendu, mais tout le monde n'était pas présent à l'appel du général de Gaulle. Mais c'est après, par les rumeurs, tout le monde a su qu'on avait capté l'appel du général de Gaulle. Ils auraient pu faire le mauvais choix, choisir la défaite. Ils ont suivi donc ce fameux appel d'un inconnu parce qu'ils avaient envie de continuer le combat. C'était un choix délibéré et c'est la raison pour laquelle, d'un commun accord, ils sont tous partis rejoindre donc ce fameux inconnu qui était donc le général de Gaulle. J'ai averti mon père que je désirais partir en Angleterre avec les bateaux qui se préparaient à partir. Il est mieux que je parte plutôt que de rester. Parce que vous imaginez un instant qu'ils ont quand même réfléchi, ils ont discuté entre eux avant de partir. On ne pouvait pas partir comme ça, sur une simple idée de rejoindre un homme qu'on ne connaissait pas. Le soir même, j'étais parti, là. Avec le bateau des ponts et chaussées, là, le ravitailleur de phare, là, la Véleda. Le 18 juin 1940, j'étais sur l'île de Sein, et donc mon père est parti ce jour-là, pour l'Angleterre. Il est parti avec la Véleda. Il était marin-pêcheur. Mon père est parti le 22 ou le 23 juin. Les premiers bateaux qui sont partis sont d'abord le Zénith, qui était le bateau qui faisait la liaison entre l'île de Sein et Audergne, le Véleda, qui était le bateau qui faisait le ravitaillement des phares, et aussi, bien sûr, les bateaux de pêche. Le jour après, il y avait 3 ou 4 bateaux qui sont partis. C'était principalement des pêcheurs. Ils ont choisi, je dirais, la difficulté. Ils ont choisi de continuer le combat. Et c'est là où leur acte est héroïque. Ensuite, bien sûr, ils se sont retrouvés à Londres lors du passage du général de Gaulle. Et quand l'homme illustre est passé devant les hommes, a posé la question à beaucoup d'entre eux en leur demandant d'où ils venaient. Et c'est là donc qu'il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de Sénans qui étaient là présents.
Le 14 juillet 1940 à Whitehall, lors d'une revue des troupes FFL et compte tenu des effectifs réduits à cette date, soit environ 500 hommes, De Gaulle dira « Mais l'île de Sein, c'est donc le quart de la France ». Je n'avais que 17 ans, et ceux qui n'avaient pas 18 ans nous avaient envoyés dans un camp scout dans le pays de Galles. Au bout de quelques jours, on a eu marre déjà, on a demandé à partir. On voulait être embarqués tout de suite. On leur avait dit qu'on n'est pas venu en Angleterre pour faire du scoutisme, on est venu pour faire la guerre. À la Libération, De Gaulle rendra un hommage vibrant à ses combattants de la première heure. Le général de Gaulle s'est rappelé de l'effort qu'avaient fait donc les Sénans de rejoindre l'Angleterre, et l'île de Sein est fait donc compagnon de la Libération, au même titre que Paris, que Grenoble, Nantes et Vassieux en Vercors. L'île de Sein est également médaillée de la Résistance et croix de guerre 39-45 avec palme. Mais la grande majorité des Français restent tranquillement en France. Et même si déjà on informe le général de Gaulle de faits de résistance, il reste encore isolé et peu nombreux. La plupart des Français deviennent pétinistes, simplement par souci de voir revenir le calme et cesser le désordre. Il y a des gens qui n'ont rien fait, qui se sont trouvés engagés progressivement au fur et à mesure de la politique de Vichy et des événements. Sans doute aussi ça a joué. Y a-t-il eu des objectifs mercantiles? C'est vrai que la majorité des Français, pendant des mois et des mois, ont été pétinistes. L'ambivalence de Pétain, c'est qu'il est l'homme de la défaite, l'homme qui accepte de signer l'armistice, qui va même demander l'armistice, et en même temps, c'est le symbole d'une France maintenue. Et ça, c'est une illusion. Le 10 juillet 1940, la République est abolie et l'État français la remplace avec à sa tête le maréchal Pétain. Le nouveau gouvernement installé à Vichy depuis le 1er juillet et dirigé depuis le 11 juillet 1940 par Pierre Laval s'engage dans la voie de la collaboration avec les forces d'occupation allemandes. Le choix possible, eh bien, c'est que l'extrême droite qui a poussé Pétain au pouvoir se sont jetés à fond dans la collaboration. On a retrouvé des gens qu'on avait connus au moment de la cagoule, qui étaient donc à Vichy. Pour eux, c'était leur espérance, c'est que l'Europe devienne allemande. Nous avons d'autres camarades qui ont été séduits par cette force, qui ont adhéré au mouvement de collaboration, qui se sont engagés dans la LVF, dans d'autres structures, dans la milice. Il y avait 44 000 Français dans les services de la milice. Face à la position de De Gaulle, les Alliés sont d'abord sceptiques. Franklin Roosevelt, le président des États-Unis, est irrité et refuse de le reconnaître comme l'autorité française et continue de garder des relations avec le régime de Vichy, considéré comme le seul légitime. Churchill, en revanche, le reconnaît comme une force émergente. Il reconnaît officiellement la France libre et combattante le 28 juin 1940, malgré les faibles moyens à sa disposition. Churchill dira d'ailleurs à De Gaulle « Vous êtes seul ? Eh bien, je vous reconnais seul. » Avec l'appui de Churchill, il a progressivement incarné la résistance. La résistance politique et la résistance militaire. Car la thèse de De Gaulle, c'était que la guerre était une guerre mondiale et que la France ne pouvait pas être absente de cette guerre mondiale. Elle devait être dans le camp des vainqueurs et non pas dans celui des vaincus. La réaction des autorités françaises ne tarde pas. De Gaulle est d'abord sommé de rentrer en France pour se soumettre à un conseil de guerre. Suite à son refus, il est condamné le 3 juillet 1940 à 4 ans de prison et rayé des cadres de l'armée. Mais ce jugement, considéré trop clément, est cassé. Le 3 août 1940, un nouveau jugement par contumace est rendu contre De Gaulle. Il est condamné à mort pour trahison et désertion par les autorités de Vichy, à la dégradation militaire et à la confiscation de tous ses biens. L'impact de l'appel du 18 juin sur De Gaulle a été important puisque les jours qui ont suivi l'appel, De Gaulle a été condamné par un tribunal militaire par le gouvernement de Vichy et il a été condamné à mort. Il a fait l'objet donc d'une propagande où il est ridiculisé, où son action est minimisée. On essaye ainsi de réduire son importance.
De Gaulle est devenu un proscrit et un condamné à mort. Il lui faut désormais convaincre les Alliés de sa valeur. Tout le combat ensuite pour lui, ça va être d'affirmer sa légitimité face à Pétain. D'emblée, c'est la question. Il va nier la légitimité de Pétain. Le général de Gaulle, au fond, est un homme désarmé. Il est à Londres, entouré de quelques poignées de fidèles, et c'est là où, lentement, très lentement, il va réussir à conquérir l'opinion. Tout son combat pendant les années qui vont suivre, les 4 années qui vont suivre, ça va être de s'imposer comme le représentant de la nation française. Et pour cela, il ne lui reste plus qu'une seule solution, vaincre. Et pour vaincre, il lui faut constituer une armée, les futurs FFL. La croix de Lorraine devient le symbole des FFL à partir du 1er juillet 1940. Cet insigne va devenir l'emblème de la France combattante. La tâche est écrasante. De Gaulle est peu connu, ne représente aucune légitimité et est même considéré comme un hors-la-loi. De plus, les moyens à sa disposition sont quasiment inexistants. Mais en revanche, il possède un atout majeur, un allié convaincu de sa valeur et du rôle qu'il peut jouer, Winston Churchill. Celui-ci va lui donner des moyens et lui permettre de recruter des hommes parmi les Français évacués qui se trouvent en Angleterre. Churchill va lui accorder sa confiance et lui mettre à disposition des moyens pour organiser cette France libre. On peut dire à ce moment-là que l'appel du 18 juin est l'acte fondateur de la France libre. Il le dit très clairement, je n'étais rien au départ, il a tout à construire, il a besoin de moyens financiers, de moyens militaires pour organiser et reconstruire l'armée française pour poursuivre la lutte en dehors du territoire national. Cependant, au début, peu d'hommes acceptent de se joindre au FFL. La tragédie de Mercel-Kébir, le 3 juillet 1940, où la flotte anglaise va canonner les bâtiments français à l'ancre, causant environ 1300 victimes et endommageant plusieurs grandes unités françaises, va développer une anglophobie tenace et compliquer encore la tâche des recruteurs. Tous les Français, y compris les Français libres, ont appris avec douleur et colère que des bateaux avaient été coulés. C'est une véritable tragédie, parce que nos bateaux n'avaient pas la possibilité de manœuvrer ni de se disperser. La plupart des Français présents en Angleterre vont choisir de rentrer en France. Mais quelques-uns vont choisir de continuer le combat avec De Gaulle. Quelques jours après notre arrivée, on nous a posé la question de confiance. 3 options. Voulez-vous rallier le général De Gaulle, dont on avait entendu parler peu après notre arrivée? Voulez-vous servir avec les Anglais ou voulez-vous être rapatrié? Alors il y avait des attentistes, il y avait ceux qui s'accommodaient déjà de la capitulation. Enfin, il y avait ceux qui, les jusqu'au bout d'hier, acceptant la capitulation et prenant prétexte de la défaite pour refuser de reprendre nos combats. Ça, je ne comprenais pas. Les FNFL, les Forces navales françaises libres, sont les premières à être constituées. 5 sous-marins vont rallier l'Angleterre, dont le Surcouf, le plus grand sous-marin du monde, et le Ruby, qui s'illustrera tout au long de la guerre. Plusieurs dizaines d'autres bâtiments français consignés dans les ports anglais depuis l'armistice vont être remis aux mains de De Gaulle pour constituer l'embryon de la future flotte des FNFL. Cette flotte, qui s'étoffera au fil du temps, va combattre jusqu'à la fin de la guerre, plus particulièrement dans les tâches de protection des côtes et des convois. J'ai donc décidé de rallier les forces navales françaises libres qui venaient d'être créées à l'initiative de l'amiral Muselier, premier officier général à se rallier spontanément au général de Gaulle. Les FAFL, les Forces aériennes françaises libres, sont constituées ensuite avec les aviateurs ralliés à De Gaulle. Ce sont les premiers à combattre pour protéger le sol anglais pendant la bataille d'Angleterre commencée le 12 août 1940. À la fin de la guerre, plusieurs escadrilles de chasse ainsi que le groupe de bombardement Lorraine se seront illustrés sur le front ouest. Les FFL, les forces terrestres, sont au départ les moins nombreuses. Mais dès le 26 août 1940, le colonel Leclerc obtient le ralliement du Tchad à la France. L'embryon de cette force armée sous les ordres de Leclerc deviendra 3 ans plus tard la future 2e division blindée qui sera la première à entrer dans Paris libéré le 25 août 1944.
Dans l'accomplissement de cette lourde tâche, De Gaulle est aidé par des hommes de valeur. Parmi les militaires les plus connus, on peut citer l'amiral Muselier, seul officier général à avoir rallié De Gaulle dès les premiers jours. Le général Juin, futur maréchal de France, le général Delattre, futur maréchal de France, le général Koenig, le général Giraud, le général de Larminat et le général Le Gentilhomme. Le colonel Leclerc, futur maréchal de France. Il a entendu un des appels du général de Gaulle. Il rejoint sa femme finalement dans le sud-ouest et l'avise de sa volonté de rejoindre le général de Gaulle à Londres. Leclerc, donc, avec ses faibles moyens, les Français libres, c'est l'armée des pauvres, avec du matériel récupéré aux Anglais, etc., entreprend de façon réussie la prise des oasis italiennes le 1er mars 1941 à Koufra, dans le sud-est de la Libye. Et le lendemain, il jure de ne pas cesser le combat jusqu'à ce que les couleurs flottent sur la cathédrale de Strasbourg. Sans oublier tous les anonymes qui ont combattu pendant près de 4 ans l'Allemagne nazie dans les rangs des FFL. Enfin, la France combattante possède une dernière composante, la résistance en France occupée. Dans le chaos qu'était la France de 1940, il y a des femmes et des hommes qui ont su dire non. Le 18 juin 1940, au moment de l'appel du général, la France compte des millions de pétainistes et bien peu de combattants et de résistants. Mais petit à petit, en France, va se développer, va s'organiser une résistance qu'on va appeler la résistance de l'intérieur, qui est constituée de Françaises et de Français qui, au quotidien, vont mener des actions pour informer, pour saboter, sauver, pour refuser aussi la présence allemande et les autorités de Vichy. Faire le choix de la résistance, alors là, ça implique quelque chose. Parce que le choix de la résistance, ça veut dire être suffisamment convaincu pour risquer sa vie, d'abord. Et ensuite, risquer la vie de ses proches. Donc faut bien mesurer l'importance du choix de la résistance. Mais au fil des mois et du mécontentement, le mouvement prend de l'ampleur. Les actes de résistance et de désobéissance se multiplient. La résistance va croître, mais elle restera minoritaire. Largement minoritaire dans le pays. Mais on aura toute une palette de comportements qui seront des comportements de refus, de rejet, de critique. Des réseaux se créent d'abord pour faire passer hors de France opposants politiques, espions, soldats évadés ou encore juifs et personnes recherchées par la Gestapo. Viennent ensuite la création des réseaux et maquis combattants. Les mouvements, les groupes, plus exactement, sont nés autour parfois d'un journal, d'une action et dans le souhait d'informer et de faire quelque chose. C'est le bricolage héroïque du début. Et petit à petit, elle va s'organiser avec des mouvements qui vont se créer avec des réseaux de renseignement et d'action à côté. Et petit à petit, chacun gardant son autonomie, il va y avoir une résistance qui va couvrir progressivement toute la France et nos régions. Ce sont ces milliers de jeunes qui, refusant de partir au STO, ont rejoint des maquis. Le premier travail pour les autorités de la France libre est d'identifier ces réseaux et maquis, de s'en faire reconnaître et d'obtenir leur subordination au général à Londres. Il est important pour le général de Gaulle de s'enquérir de ce qui se passe en France, de la résistance, et que la résistance se rallie à sa cause. Et puis progressivement, ça a été, je pense, l'habileté de Gaulle, ça a été d'incarner aux yeux de tous, finalement, parce qu'il fallait un symbole, cette résistance à l'oppression et à Vichy. C'est une tâche de longue haleine, difficile et dangereuse en territoire occupé. Organiser des mouvements sous la pression de l'ennemi, un pays occupé, etc., c'est quelque chose qui ne venait pas tout de suite à l'esprit. Les liaisons étaient très longues à mettre au point. Très longues à mettre au point, et en plus, les Allemands ont trouvé assez rapidement des méthodes de détection pour les petits émetteurs, et qui étaient très efficaces, très efficaces.
Le 22 juin 1941, après l'invasion de la Russie, les communistes vont massivement intégrer la résistance. Les FTP communistes, francs-tireurs partisans habitués à la clandestinité, vont être longs à accepter l'autorité de De Gaulle. Et évidemment, l'attaque contre l'Union soviétique va confirmer et amplifier le tournant quelques mois plus tard, en juin 1941, et là même le Parti communiste va s'engager dans la lutte armée. La résistance, qui au début, malgré tout, est assez timide, va commencer d'abord avec l'invasion de l'Union soviétique, c'est-à-dire en juin 1941, et puis en masse, à partir d'un décret de Laval, à la fin de l'année 42, il prend une décision, il se soumet complètement aux Allemands en envoyant les jeunes Français travailler en Allemagne. À partir de 1943-1944, cette résistance va, grâce à l'action de personnes comme Jean Moulin à partir de 1942, mais aussi de Pierre Brossolette, va s'organiser et s'unifier pour ensuite reconnaître De Gaulle comme chef unique de la résistance. C'est ce qu'a dit De Gaulle, faire l'unité autour de ma personne. Ce n'est qu'en 1943, avec la création du CNR, le Comité national de la résistance, que toutes les composantes de la résistance en France vont enfin être réunies sous commandement unique. C'est aussi important puisque le Conseil de la résistance qui est mis sur pied par Jean Moulin, c'est un organisme unique dans un pays occupé par le Troisième Reich. Mieux organisée et encadrée, agissant dans un cadre global, la résistance va jouer un rôle essentiel dans la libération de la France, notamment dans la préparation du débarquement du 6 juin 1944. Parmi tous ces hommes, maquis et réseaux, quelques noms sont entrés dans l'histoire. Mais aucun ne deviendra aussi célèbre qu'un jeune préfet de la région lyonnaise, Jean Moulin. Jean Moulin est préfet d'Eure-et-Loir depuis le début de l'année 1939. Et il est donc en poste à Chartres. Le 18 juin 1940, malgré la défaite des armées françaises et la fuite du gouvernement, Jean Moulin, fidèle à son serment, assure toujours ses fonctions de préfet, au moment où le général de Gaulle lance son appel de Londres sur les ondes de la BBC. Pour Jean Moulin, il ne l'entend pas. Il sait ce qu'est le nazisme, donc il a un refus absolu, ce qui, en cela, il est pionnier de la résistance. Du 18 juin 1940 au 8 mai 1945, comme les résistants en France occupée, les forces armées de la France libre vont combattre âprement sur tous les fronts. De Koufra à Tobrouk, de Bir Hakeim à la Tunisie, de l'Afrique du Nord à Monte Cassino, tous les premiers grands combats des FFL des années 1941 à 1944 sur le front méditerranéen ont été des pages glorieuses de l'histoire des armées françaises. Automatiquement, les forces françaises libres sont partout au cœur de ces combats. Et c'est la démonstration aux autres alliés de l'efficacité des forces françaises libres. Du débarquement en Normandie le 6 juin 1944 au débarquement en Provence le 15 août 1944, de la libération de Paris le 25 août 1944 à celle de Strasbourg le 23 novembre de la même année, les FFL ont toujours été présentes à la pointe du combat. Le serment de Koufra a été tenu. Fin 1944, le territoire français est intégralement libéré. C'est la libération de Paris, c'est la campagne des Vosges, c'est Strasbourg, c'est Berchtesgaden. Nous terminons la guerre à Berchtesgaden. Les derniers mois de guerre verront les partisans et maquisards intégrer la nouvelle armée de la France, reconnue officiellement comme légitime et souveraine. Le 8 mai 1945, la Seconde Guerre mondiale est terminée. Le 18 juin 1940, l'appel du général de Gaulle met les Français face à eux-mêmes, en leur offrant une alternative à l'acceptation de la défaite et de la collaboration. Cette voie, pour beaucoup de Français, c'est la voie de la République française, c'est la voie de la France, c'est la continuité. Et le rapport que de Gaulle va semer à ce moment-là, ce rapport avec les Français, sa légitimité particulière, elle vient de là, de cet appel. C'est lui qui, le 18 juin 1940, a, entre guillemets, sauvé l'honneur de la France. Quel est le poids du libre arbitre
dans un contexte particulier. Et quel est le poids du contexte? Qu'est-ce qui prime? Est-ce qu'on peut être résistant alors même que tout devrait nous pousser à collaborer ou à être derrière le Führer? Dans une situation impossible, invivable, où tout n'était que chaos, effondrement, un acte de caractère, un acte d'espérance tel que celui de l'appel du 18 juin est la démonstration que dans les circonstances les pires, avec de la conscience, du caractère et de l'idéal, on arrive à redresser ces situations. En fait, c'est un appel à la conscience individuelle, à la nécessité de réfléchir soi-même dans sa propre vie pour que, au bout du compte, en situation exceptionnelle, le choix qu'on fera sera celui de la liberté. Mettez-vous dans la situation où, s'il arrive quelque chose, la question ne se pose pas. Engagez-vous. La seule solution pour vous, c'est effectivement d'être acteur et donc de résister. Il faut être acteur de sa vie. Ça, c'est la leçon essentielle de la résistance. L'appel du 18 juin 1940 est à ce titre à la fois l'acte de naissance du gaullisme et de la résistance. Ces deux composantes majeures deviendront primordiales dans la reconstruction de la France de l'après-guerre.